Et bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode littéraire. Et aujourd'hui, alors c'est une improvisation totale, ce n'était pas prévu au programme, mais je vous propose un épisode sur le tome 4 de Harry Potter, donc Harry Potter et la Coupe de Feu. J'avais fait déjà une précédente vidéo là-dessus, c'était sur une comparaison générale un petit peu globale entre les livres et les films. Et comme je vous avais dit dans cette vidéo, j'étais en train de lire le tome 4. Et là c'est bon, je l'ai terminé, j'ai eu le temps de poser un petit peu mon avis, ce que je pense, etc. Je vais en faire un post Instagram qui n'est pas sorti à l'heure à laquelle sortira cette vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, par contre effectivement il y aura un article. Au début, je pensais qu'un article Instagram, puisque je fais mes articles sur Instagram, Goodreads, Booknode et Babelio et Glyph, je pensais que le nombre de caractères sur ces sites allait être suffisant. Bon, sur Instagram, on va pas se mentir, je n'ai pas du tout la place d'écrire ce que je veux. Donc c'est pour ça qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo pour pouvoir en parler un petit peu plus en détail. Je le redis, c'était pas prévu, mais il y a beaucoup trop de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose cette vidéo sur Harry Potter 4. Je vais comparer, bien évidemment, encore une fois, le livre versus le film. Mais là, je pense que mon avis entre est-ce que les films Harry Potter ou est-ce que les livres Harry Potter sont mieux, je pense que l'avis, du coup, il est un petit peu plus fait qu'avant. Voilà, on va commencer avec certaines différences. Alors, j'ai essayé le plus possible de prendre toutes les différences que j'ai vues entre le livre et le film, mais les différences criantes. C'est-à-dire si c'est juste, bon bah voilà, t'as un personnage en plus dans une scène qui est exactement la même dans le livre par rapport au film, et s'il y a juste un personnage en plus dans le film, bon bah ça va pas être une différence quoi. Par contre, il y a beaucoup de scènes dans le livre qu'il n'y a pas dans le film, et je trouve qu'il y a des choix de scénarios qui ont été faits dans le film, pour moi, qui sont pas vraiment hyper bien choisis. Enfin, je sais pas trop pourquoi ça a été le cas, mais vous allez comprendre, et je pense que vous êtes d'accord. Si vous aussi vous connaissez bien le tome 4, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Et le tome 4, c'est vraiment mon tome préféré de tous les Harry Potter, c'est mon tome préféré. Avant c'était le 5, maintenant que j'ai lu le 4, c'est le 4. Pour vous dire, directement après avoir terminé la lecture du tome 4, j'avais tout de suite envie de le recommencer en fait. J'avais envie de le relire, alors que juste après, je savais quel livre j'allais lire, parce qu'il y avait des séries que je voulais commencer tout simplement. Et ben, même après avoir fini le tome 4 et me m'être dit je sais ce que je vais lire après, j'avais tout de suite envie de le relire, c'était n'importe quoi. Donc écoutez, je pense qu'effectivement le 4, c'est mon tome préféré. On sait qu'un bouquin est un coup de cœur quand on a envie de le relire immédiatement après. Bref, ceci étant dit, on commence tout de suite. Le film est très perturbant en fait, c'est ce que je vous ai dit, mais on attaque un petit peu plus. Le film est vraiment très perturbant. Déjà, il commence avec l'histoire du jardinier, donc ça on s'y attend pas, mais c'est pas pour ça qu'il est perturbant. Le bouquin commence par l'histoire sur le jardinier des Gédusors, Franck, donc c'est le vieux monsieur qu'on voit dans le film qui se fait tuer parce qu'il surprend la discussion entre Queue de Verre et Voldemort. Il pensait que c'était des jeunes qui étaient encore en train de cambrioler la maison des Gédusors, sauf qu'en fait c'était Voldemort lui-même, donc le fils Gédusor lui-même qui revient. Et en fait t'as toute une partie dans le bouquin qui est un petit peu, je trouve, inutile. Je suis désolée pour les fans, mais je trouve ça inutile. Parce que c'est une scène où on va te raconter que la cuisinière des Gédusors, en fait, elle dit ouais, je suis sûre que le tueur c'est Franck, on te raconte la vie du jardinier, on te raconte ce qu'il fait, etc. Alors qu'en fait, je trouve que le choix de scénario du film, pour ça, en tout cas, en tout cas pour ça, c'est bien choisi parce qu'il te met juste, bon bah voilà, c'est un vieux monsieur qui est en train de se faire son thé, il surprend des gens dans la maison des Gédusors, il y va, etc. Mais par contre, là où je dis que le film est déjà perturbant de fou, c'est parce que la discussion entre Queue de Verre et Voldemort, parce que déjà il n'y a pas Barty Croughton, enfin le fils, Barty Croughton Jr., il n'y est pas. Et la discussion entre Queue de Verre et Voldemort est bien plus longue dans le livre, mais forcément il y a des pages, il y a des mots, donc on peut y aller. Et ça donne bien plus d'éléments. Déjà tu parles de Bertha Jorkins, ou Jorkins, je sais plus comment elle s'appelle, mais Bertha, qui a disparu au ministère et qui, grâce à elle, Voldemort va savoir qu'il y a le tournoi des 3 sorciers, où se trouve Harry à tel moment, etc. Et en fait, il y a des trucs, bah, quand tu le vois dans le film, tu te poses pas la question. Alors que maintenant que j'ai lu le bouquin, je me dis, bah, on peut complètement se poser de la question de, bah en fait, Voldemort, comment il sait qu'il y a le tournoi des 3 sorciers? Est-ce qu'il est omniprésent? Tu vois, c'est vraiment une question qui se pose. Alors que dans le bouquin, bah, t'as la réponse à tout. Ensuite, un autre exemple que le film est très perturbant. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, ok, pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas? Non, moi je suis pas d'accord. Pourquoi ils ont fait ça? Je suis pas d'accord. L'arrivée de Harry Potter chez les Weasley,
pour se rendre tous ensemble à la Coupe du Monde. T'as la version où ils se rendent au Porte-Loin à plusieurs kilomètres de chez eux à pied. T'as les passages aussi où ils rencontrent Cédric au Porte-Loin et non pas dans la forêt, il saute pas d'une branche comme si c'était un Ouistiti le gars. T'as toute la partie aussi où il voit les autres tantes des autres sorciers avec l'autre qui est en chemise de nuit et tout. Enfin bref, c'est une immersion dans le monde de la magie qui est vraiment hyper bien. Donc la version du livre est largement mieux, on s'y croirait, les détails sont dingues. Et surtout, la scène avec les mange-morts où la marque des ténèbres apparaît dans le ciel, elle est pas aussi creepy que dans le film, sérieux quoi. Parce que dans le bouquin, bon, pour ceux qui l'ont lu, j'ai pas trop besoin de vous le dire, mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas lu, grosso modo, enfin pour ceux qui n'ont pas envie de le lire après avoir vu le film en tout cas, la scène avec les mange-morts, bah tout simplement, t'as Arthur Weasley qui dit aux enfants, bah vite, 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 sauvez-vous, allez dans la forêt. Et du coup, t'as les enfants qui y vont, qui se perdent un peu tous, etc. Mais globalement, t'as Harry, Ron et Hermione qui restent ensemble. Et ensuite, Harry découvre que sa baguette n'est plus dans sa poche. Puis ensuite, t'as l'elfe de maison de Barty Croupton qui s'appelle Winky, qui est un personnage qui n'apparaît pas dans le film. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'elle est hyper importante. On la surprend avec la baguette de Harry en train de faire... Enfin, on suppose que c'est elle qui a lancé la marque des ténèbres, alors que non. Et la seule personne que Harry voit, c'est effectivement une ombre qui bouge dans la forêt. Effectivement, il aperçoit l'ombre de Barty Croupton Jr. qui était sur les lieux, mais ça on l'apprend à la fin, quand le faux Maugrey Folleuil dit qu'en fait c'est Barty Croupton, etc. Là on apprend qu'effectivement c'était lui qui l'a vu, mais à part ça, t'as pas toutes les tentes qui sont pétées, t'as pas le feu partout, t'as quand même les sorciers qui peuvent revenir dans leur tente après l'attaque des mange-morts pour passer une nuit tranquillou bilou et puis rentrer tous chez eux le lendemain quoi. Alors ok, c'est la queue et c'est la panique parce que tout le monde veut rentrer chez eux le plus vite possible parce que forcément ils ont eu peur des mange-morts, mais c'est pas aussi creepy que dans le film, vraiment, t'as pas tout qui est pété. Et ça va être exactement pareil avec le tournoi des trois sorciers dans le film, mais dans tous les films contemporains, on a quand même l'impression qu'ils adorent tout péter en fait. Ça veut dire que leur modèle 3D en pâte, là, ils ont envie de le péter. Je ne comprends pas pourquoi. Alors peut-être que c'est mieux pour le rangement du film, je ne sais pas, mais c'est quand même un peu bizarre. Sans oublier que Harry et compagnie sont dans la loge. Enfin, quand je dis Harry et compagnie, c'est Arthur, Bill, etc. Bill et Charlie, c'est pareil, on les voit aussi. Tous ceux-là sont dans la loge du ministre. Malfoy n'avait donc rien à dire parce que Malfoy et sa famille sont au 3e rang. Donc 2 rangs derrière Harry et compagnie. Donc quand je dis compagnie, on est d'accord, hein, je vous l'ai dit, c'est juste toute la famille quoi. Alors que dans le film, je ne comprends pas pourquoi, mais Harry et les Weasley sont dans une place le plus haut possible du stade parce que c'est des places qui leur ont coûté que dalle, qu'ils ont eu via le ministère, etc. vraisemblablement. Et en fait, t'as Malfoy qui arrive dans le film et qui dit « Oui, nous sommes dans la loge du ministre !» Oui, bah eux aussi en fait, normalement. Donc je ne comprends pas ce choix de scénario de dire que, bah voilà, les Weasley, c'est toujours les pauvres partout, ils vont... Je sais qu'ils n'ont pas les moyens, mais c'est pas pour autant qu'ils doivent se prendre les remontrances des Malfoy encore une fois dans le film, alors qu'en fait, dans le bouquin, ils sont invités par le ministre lui-même, parce que Arthur Weasley a un poste quand même pas dégueu au ministère. Donc ça, je comprends pas encore. Donc vraiment, le film est très perturbant. Je mens pas quand je dis ça. Je pense que vous êtes d'accord pour les plus fans d'entre vous. Ensuite, quand il retourne enfin à Poudlard, et ça arrive après 160 pages, on nous rappelle, et ça je m'en souvenais plus, mais on nous rappelle que les jumelles Patil ne sont pas toutes les deux à Gryffondor comme c'est montré dans le film. T'en as une des deux qui est à Serre d'Aigle et l'autre qui est à Gryffondor. Bon ça c'est un détail, mais encore une fois, pourquoi avoir besoin de les mettre toutes les deux à Gryffondor? Ça va changer quoi à ton histoire en fait? L'arrivée des 2 écoles, autre exemple, c'est d'ailleurs pas aussi spectaculaire que dans le film, et je pense que je préfère, car les écoles sont mixtes. C'est le premier truc qui m'a surprise dans le bouquin, c'est que les écoles sont mixtes. J'en avais entendu parler, mais j'étais pas sûre de ça, de la véracité de ce que j'avais entendu. Et surtout, leur arrivée à l'école n'est pas aussi tape à l'œil. Alors, bien évidemment, dans le film, on nous dit aussi, enfin dans le film et dans le livre, on nous dit aussi que, bah voilà, t'as le bateau d'Armstrong qui sort de l'eau, sauf que c'est pas le magnifique bateau, enfin si, c'est un magnifique bateau, mais... La façon dont Rowling décrit ça, c'est hyper drôle, parce qu'elle nous dit que le bateau des Durmstrang sort de l'eau en poussant des rototos, comme si c'était des gargouillis dans un estomac dégueu. Moi, je trouve ça hyper drôle, la façon dont c'est présenté. Et par contre, oui, là, beau bâton, c'est le grand carrosse magnifique qui arrive, avec les magnifiques chevaux, etc., etc. Ensuite, on apprend que Fleur est une Vélane, enfin à demi Vélane, parce que je crois que c'était sa grand-mère qui était Vélane ou un truc dans le genre. Donc en fait, les Vélanes, c'est aussi d'ailleurs les mascottes
de la Bulgarie pendant le match de Quidditch. Les Vélans, c'est des espèces de sirènes enchanteresses, mais sur Terre, quoi. Des sirènes terrestres. Donc qui charment tout le monde. Les mecs, ils sont tous en mode « ah là là, elles sont trop belles, je vais me jeter du haut des gradins pour aller les rejoindre et tout ». Et d'ailleurs, la mascotte des Irlandais, pour revenir là-dessus, ce sont bien évidemment des petits léprechaunes, des petits lutins, etc. Avec de l'or qui disparaît. Bref, on en revient à Fleur. C'est une Vélane, ce qui fait d'elle une sacrée peste, dans le début de l'histoire en tout cas, et pas la gentille grande sœur protectrice dès le début. Parce que Fleur, dès le début du film, on la présente comme une fille normale, avec sa petite sœur qu'on voit dès le début, alors qu'en fait dans le bouquin, Gabrielle, elle arrive dans la deuxième tâche dans le lac, alors que dans le film, tu la vois dès le début quasiment. C'est pas la grande sœur protectrice hyper gentille en fait, c'est une Vélane. Et je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça ridicule. L'entrée des Durmstrang dans la grande salle, ok c'est stylé, avec les bâtons, les dragons qui sortent des baguettes, etc. Oui c'est stylé. Mais l'arrivée des filles de Beauxbatons, mais c'est d'un niais, c'est ridicule. Elles sont là en mode « Ah, tu comprends pas pourquoi elles font ça ?» Tu te dis mais ma fille, mais pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi? Alors que dans le bouquin, c'est pas du tout ça. Les filles de Beauxbatons sont snobs, oui, c'est sûr, mais à un moment donné, c'est tout quoi. Et surtout que les écoles Durmstrang et Beauxbatons n'arrivent pas dès le début de l'année, mais elles arrivent aux alentours d'Halloween. Je crois que c'est le jour d'Halloween ou un truc comme ça, ou la veille d'Halloween et le lendemain, c'est le lancement de la première tâche, enfin de la première tâche. C'est le début du tournoi avec la coupe, etc., où t'as Dumbledore qui explique que tu peux pas avoir moins de 17 ans, etc., etc. Ensuite, j'ai bien aimé le chapitre sur l'examen des baguettes. Pareil, il n'y a pas dans le film. Par contre, le seul élément de l'examen des baguettes qu'il y a dans le film, c'est l'interview avec cette espèce de débile là de Rita Skeeter, cette espèce de folle qui fait je sais pas quoi pour faire tomber tout le monde. Mais d'ailleurs, Rita Skeeter, la seule interview dont il est question dans le film, alors je comprends cette fois-ci le choix de scénario, mais c'est juste l'interview de Harry où elle dit, où t'as les fantômes de ton passé, les yeux brillants des fantômes de son passé, etc. Alors qu'en fait, Rita Skeeter, elle essaye de démolir Hagrid, Hermione, Ron... Ah, Ron, je sais pas. Je suis plus sûre. Mais grosso modo, elle essaye de défoncer tout le monde, quoi. Et parce que, en fait, dans le bouquin, Hermione découvre à la toute fin, quand ils sont dans le train pour rentrer chez eux pour les vacances d'été, t'as Hermione qui dit, en fait, elle se transformait en scarabée, parce que c'est un animagus. Ouais, enfin, un animagus, un insectagus, quoi. Enfin, je veux dire, t'es une merde, en fait. Bon, bref, ok. Rita Skeeter, je pense qu'elle est aussi détestable qu'Ombrage en fait, parce que j'ai lu le 5 et j'avoue que Rita Skeeter, je la mets au même niveau. Dans les bouquins en tout cas. Dans le film, on est d'accord, c'est quand même Ombrage. La première épreuve avec le dragon est plus rapide, loin d'être à couper le souffle comme dans le bouquin, et je trouve ça mieux parce que comme je vous ai dit au début de cet épisode, le pauvre château se fait mais quasiment démolir et tu comprends pas pourquoi. Le dragon casse ses chaînes, il pète le château, il pète les fenêtres, il pète les tuiles, enfin... Pourquoi toujours tout casser au cinéma? Encore une fois, je pense qu'ils ont fait des modèles en carton, des modèles en résine ou en je sais pas quoi, ils ont envie de tout péter à la fin du tournage, bon ok, mais à un moment donné, moi je déteste ça en fait, je trouve ça pas satisfaisant du tout, c'est horrible. Les pensées de Harry sont hyper prenantes, mais ça c'est pas que pour la première tâche, c'est pour toutes, et c'est hyper stressant parce qu'on stresse pour lui. C'est pour ça que dans ma vidéo sur Harry Potter, les livres versus les films, je vous ai dit que j'avais l'impression que les tâches étaient beaucoup plus courtes dans le film, parce qu'en fait dans le bouquin, même si c'est aussi court, enfin voire plus court en fait que dans le film, t'as tous les sentiments, tout le stress de Harry autour des épreuves qui te rallonge la durée de l'épreuve en fait, parce que t'as l'impression que l'épreuve elle a commencé depuis le début du tome 4 quasiment, tellement c'est glauque et tellement Harry il est hyper stressé par ça quoi. Enfin, dès le début, dès les 160 premières pages. Une fois qu'on les a passées, là c'est bon, ils sont à Poudlard et ça peut commencer. Voilà. Ensuite, le bal est moins niais que dans le film. Je m'explique, Harry et Ron ne sont pas tout le temps en train de faire la tronche, même si dans le bouquin, effectivement, ils font la tronche parce qu'ils aiment pas danser, etc. et que les jumelles Patil, elles leur en veulent un peu. Harry et Ron, ils sortent dans un parc redécoré, dans une ambiance féerique, avec des reines, avec des petits Pères Noël, avec des petites fées qui volent un peu partout. On a plus d'infos sur Hagrid qui avoue à Madame Maxime que c'est un demi-géant. Madame Maxime, elle est choquée en mode « Comment t'as pu croire que j'étais géante ou demi-géante meuf, on a tous vu qui t'étais à un moment donné. Enfin, arrête quoi, arrête de mitonner s'il te plaît. » Mais bon, bref, on a plus d'informations, on a moins de chichi.
Et je trouve que c'est vrai que je préfère largement le bal dans le bouquin, parce que c'est vrai que quand t'as Hermione qui descend dans les escaliers avec sa robe rose qui ressemble à une espèce de succession de pétales de rose, tu sais pas pourquoi, je trouve que la description de sa robe dans le bouquin est bien mieux, enfin tout est bien mieux dans le bouquin en fait. De base, là, j'ai aucun exemple qui vous prouve le contraire, que le film était mieux. Non, le film est perturbant, encore une fois. Ensuite, Harry utilise sa cape à foison et fait des rencontres très mystérieuses en pleine nuit dans le château. Je vous en dis pas plus parce que c'est hyper important. Il voit des trucs sur la carte du maraudeur qui sont pas montrés dans le film non plus. Enfin, je comprends pas en fait. Par contre, le seul exemple, enfin, je vais pas vous dire que le film est mieux là-dessus, mais j'ai pas compris ce choix de la part de Rowling. Dobby montre à Harry, donne la branchiflore à Harry. Alors que dans le film, c'est Neville. On a l'explication à la fin du bouquin où t'as Maugrey Folleuil, le faux, donc Barty Croughton Jr. qui lui dit j'ai donné le bouquin à Neville pour qu'il te donne la branchiflore. Il a rien compris du tout, mais en même temps, Harry t'avais qu'à aller lui demander et puis Neville t'aurait donné l'info sur la branchiflore. Au final, il en a parlé volontairement fort quand Dobby passait dans la salle des profs. Et puis voilà, c'est comme ça que Dobby lui a donné la branchiflore. Bon, c'est un choix comme un autre, mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit quand même Neville comme dans le film. C'est pas grave, c'est pas une grande différence, mais j'avoue que ça m'a vraiment marqué quand je l'ai lu la première fois. J'ai dû relire plusieurs fois le passage en me disant c'est pas possible, on parle pas de Neville, il y a un problème. Mais bon. Ensuite, la deuxième épreuve est beaucoup plus prenante à l'écrit. Le lac, les gars, il est décrit d'une façon... En fait, quand Harry plonge dans le lac, il arrive dans le monde des sirènes. Et t'as des petites maisons, t'as des jardins, t'as des strangulos un peu partout. Et t'as aussi toutes les petites maisons des sirènes et tout. T'as plein de trucs comme ça, comme si c'était une ville sous l'eau. Et c'est tellement bien décrit, on s'y croirait, quoi. Je crois qu'il y avait la scène avec la Pancine qui contient des scènes sur Verpé. Pareil, Verpé, il est pas dans le film. En plus des autres personnages... le fils de Croughton, ensuite, je n'ai pas compris pourquoi, mais bon, ok, pourquoi pas, il y est décrit comme un petit blond innocent. Bon, je comprends pas pourquoi il est décrit de cette façon dans le bouquin et montré d'une façon différente dans le film. C'est surtout ça que je comprends pas, parce qu'en fait, la façon dont c'est décrit dans le bouquin, au début, effectivement, ayant vu le film avant, je me suis dit, mais pourquoi le Barty Croughton Jr., c'est un gamin blond, innocent, on croirait que c'est un angelot, quoi. Alors qu'en fait, à la fin, tu découvres vraiment que c'est qu'une apparence. Et c'est vraiment très bien fait, parce que même moi, j'y ai cru. Je me suis dit, mais si ça se trouve, dans le film, il te montre que c'est Barty Croughton Jr. le méchant, alors qu'en fait, pas du tout. J'y ai vraiment cru que c'était un innocent. Et je trouve que le choix de Rowling, là, est vraiment bien fait. Par contre, dans le film, pourquoi? Alors, David Tennant, c'est un acteur excellent, vraiment excellent. Je me souviens, dans Doctor Who, il est excellent aussi. Mais par contre, c'est vrai qu'on le décrit comme ayant une langue de serpent qui veut sortir tout le temps, et c'est comme ça que son père le reconnaît. Ouais, d'accord, mais à un moment donné, tu pouvais faire autre chose, quoi. Enfin, choix de scénario, encore une fois, je comprends pas, vous êtes frustrants, les gars. D'ailleurs, la disparition donc, de Barty Croughton Senior, donc le papa, dans la forêt interdite, apporte une scène supplémentaire avec Victor Krum. Victor Krum, c'est vraiment un personnage underrated. Il est montré comme un débile dans le film qui vient juste à la bibliothèque pour draguer Hermione, alors que dans le bouquin, il est vraiment montré comme quelqu'un physiquement pâteau, mais intellectuellement, il est là, quoi. C'est vraiment quelqu'un d'intéressant et d'intelligent qui a vraiment quelque chose de plus à apporter. Et dans le bouquin, à la fin du 4, je me suis dit, mais faites que Victor Krum sorte avec Hermione pour de vrai, en fait. Parce que Krum, par rapport à Ron, effectivement, je le préfère largement dans le 4. Krum, c'est vraiment un de mes personnages préférés de ce bouquin. Il est vraiment intéressant en fait. Et pour finir, les aveux de Croughton Junior sont proportionnels forcément à la quantité de détails dans le roman. Le chapitre, il est assez long et globalement, j'avoue qu'on apprend énormément de choses. Il y a beaucoup plus de détails qui sont donnés. Je trouve que c'est beaucoup plus complet comme épisode par rapport au film. Donc effectivement, le tome 4, il est mais tellement bien. Alors que le film, il est bien, il y a eu des choix de scénario qui ont été faits forcément avec une contrainte de temps, il faut tenir en 2h30 maximum, voire 3h. Effectivement, tu peux pas tout mettre non plus, mais ils auraient pu mettre quelques petites scènes par-ci par-là pour bien montrer le château et montrer quelques exemples du bouquin. Je pense que effectivement, ils auraient pu faire d'autres choix que ceux qu'ils ont fait, qui auraient vraiment rendu service à tout le monde et qui auraient rendu hommage au bouquin bien plus qu'il ne l'a été dans le film. Bon voilà, je pense que c'est la fin de cette vidéo, j'ai parlé quand même, bon c'est pas une vidéo très longue non plus, elle fait pas 30 minutes non plus, mais quand même je suis désolée, elle dure un petit peu. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye bye!